Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippee-ki-yay, pauvre con. On essaye ? Allez. Première règle du Fight Club est... No stairway. C'est dingue. La seconde règle du Fight Club est... Méfie-toi du côté obscur. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouette ? C'est italien. Croyez-vous à la magie noire ? Oh, absolument. Allez, non, mais essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot, mon petit gars. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Oh là, attends, quel est ton nom déjà ? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau grand format de Retour à l'écran. On repart cette fois dans les années 80 avec un film aussi fou que jubilatoire, véritablement culte pour certains, mais totalement oublié pour d'autres. Ce film qui nous avait marqué étant jeunes mes deux camarades et moi, et que nous avons décidé de remettre en lumière, c'est L'aventure intérieure de Joe Dante. Nous c'est Tib, Max et Mick, Retour à l'écran épisode 4, c'est parti. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Qui le sait ? Qui le sait ? Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce 4e épisode de Retour à l'écran grand format. Je suis entouré de Max. Salut. Et de Thibaut. Salut. Et aujourd'hui on décortique un film qu'on adore tous les trois et qui a été cité dans les propositions des auditeurs sur les réseaux sociaux, L'aventure intérieure de Joe Dante, d'après un scénario de Chip Poser et Jeffrey Boehm. Le film est sorti en France le 16 décembre 1987, soit une semaine après la sortie des Maîtres de l'Univers, l'adaptation du dessin animé avec Dolph Lundgren, et une semaine avant le fameux Dirty Dancing, mais aussi Intervista de Federico Fellini. Un submersible miniaturisé et injecté dans un corps humain. Un pilote très sûr de lui qui fait équipe avec un hypocondriaque. Une course contre la montre totalement déjantée. Tels sont les ingrédients du film dont on va vous parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, commençons par décrire la façon dont on l'a découvert. Max ? Alors en fait, quand il est sorti en Amérique du Nord en juillet 87, en fait j'étais au Canada, j'étais à Toronto, et j'avais vu plein d'affiches et je connaissais pas ce film et les affiches m'avaient attiré, j'avais envie d'aller voir ce film. Même si j'avais vu les affiches que je ne connaissais pas le film, je savais que c'était réalisé par Joe Dante, dont j'avais adoré Gremlins. Et puis ça s'est pas fait, je sais plus, j'étais allé voir autre chose, je me souviens plus quoi d'ailleurs à l'époque. Et donc je suis rentré en France et j'attendais la sortie française et je l'ai raté aussi au cinéma en décembre 87. Et donc je l'ai découvert, alors par contre je ne sais plus si je l'ai découvert en VHS à la location ou sur son passage sur Canal, ça devait être en 89 je pense. J'étais plutôt content quand je l'ai vu et j'avais plutôt aimé, même beaucoup aimé, je m'étais beaucoup amusé. C'est pas un film que je revois régulièrement, ça par contre, au contraire de ceux dont on a déjà parlé, mais c'est un film que je revois toujours avec plaisir, même si j'ai quelques petits bémols par-ci par-là dont je parlerai plus tard, mais voilà, c'est toujours un plaisir de le voir. Et toi Tib ? Bah écoute, moi j'étais pas au Canada, moi je l'ai... mais un peu comme Max, en fait c'est un film que j'ai raté en salle, parce que moi de toute façon j'ai beaucoup raté les films en salle, je suis un enfant de la vidéo, y a rien à faire, donc en général c'est les films je les découvre en vidéo. Moi par contre je suis sûr, parce que je me rappelle de l'état de ma cassette dont il manquait le début, et il y avait les bordures avec les bzz sur les côtés là, donc c'était une copie Canal que j'avais... Je savais que c'était Joe Dante, que j'avais adoré Gremlins, et du coup, bon, c'est vrai que c'est un truc que je voulais pas rater, et je me suis éclaté. En revanche, par contre, moi, c'est un film que je revois quand même assez régulièrement. Voilà, parce que j'adore, ça me fait marrer, on en reparlera, il y a plein de petites choses qui me font rire et qui m'éclatent dans ce film. C'est super fun, c'est bien écrit, c'est bien joué, bon, on y reviendra. Bah moi je l'ai découvert plutôt en VHS parce que même la sortie ciné j'en ai pas vraiment souvenir. Alors c'était une période où j'ai été opéré de l'appendicite et tout ça, donc j'imagine que j'ai un peu bypassé ce qui sortait au cinéma à ce moment-là. Et quand je l'ai découvert, je me souviens très bien avoir vu des bandes-annonces, enfin la bande-annonce dans une des VHS que j'ai dû louer, et en voyant que c'était un nouveau film de Joe Dante, pareil je me suis un peu rué dessus. Et j'ai évidemment aussi, pareil, adoré le film immédiatement, quoi, en fait. Je suis tombé sous le charme à la fois de Meg Ryan et de Dennis Quaid. C'est resté un peu des marottes pendant des années. Même Dennis Quaid, ça reste quand même un de mes acteurs chouchous, quoi, voilà. Test pilot Tuck Pendleton wants to make history.
Supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. Jack, you're late. That's not good. You know it's coupon day. Lieutenant Pendleton is about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. But something went wrong. And Tuck's about to get a new destination. Inside Jack Putter. Dennis Quaid, Martin Short, Inner Space. Déjà pour commencer, dans quel genre de film on pourrait situer l'aventure intérieure ? Alors l'aventure intérieure, c'est une comédie fantastique, donc c'est un genre un peu large. Il rentre dans la sous-catégorie des films qui abordent le thème de la miniaturisation des êtres humains. Alors attention, ça ne pas confondre avec les films où il y a des farfadets, des gnomes, tout ça. Donc c'est un thème qui a été assez récurrent dans le cinéma fantastique américain, notamment dans les années 50 et 60. Alors le premier film, ou l'un des premiers films qui a abordé le sujet, en tout cas dont on a vu des miniaturisations d'humains, c'est dans La fiancée de Frankenstein en 1935, où on voyait le docteur Pretorius rétrécir des humains et les mettre dans des sortes de bocaux, voilà. Par la suite, il y a eu le docteur Cyclops en 1940, on a eu L'homme qui rétrécit de Jack Arnold en 57, le 7e voyage de Sinbad la même année. Ouais, la princesse, ouais. Avec des effets spéciaux de Monsieur Ray Harryhausen. Voilà. Toujours en 57, décidément, là, cette année riche en miniaturisation, il y a aussi eu un film français qui s'appelle Amour de poche avec Jean Marais. Ah ouais. Ouais, c'est le seul et unique exemple français de miniaturisation de personnages. Ouais, ça me trouve le cul. Sinon, il y a eu La révolte des poupées en 58. Du réalisateur Bert I. Gordon, qui est un habitué des agrandissements et des réductions de petits animaux ou insectes. Alors, l'aventure intérieure, ça rappelle d'abord et surtout le voyage fantastique de Richard Fleischer. Et ouais. En 66, et on vous expliquera pourquoi par la suite. Ouais. Ce thème, on l'a retrouvé par la suite dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, à la fin des années 80, et plus récemment dans Alice au Pays des Merveilles, et Ant-Man de chez Marvel, et Downsizing. Downsizing, que je trouve vraiment, vraiment très bon, que je conseille à tout le monde. Pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Ah, je vais sortir les pinces et un jeu de roulement à vie et un voiture Simone. Ouais. Alors on ne peut pas aller plus loin sans expliquer de quoi parle l'aventure intérieure, son scénario. Et on arrive au moment que je préfère dans l'émission, le pitch de Tib. Le pitch de Tib. Si Cécile B2000 est prêt à tourner, je vous déballe tout. C'est l'histoire donc de Tuck Pendleton, qui est un ancien pilote, un anticonformiste, porté légèrement sur la boisson, qui, rangé au placard, va finalement se porter volontaire pour une expérience scientifique un peu risquée. Il va être miniaturisé et aux commandes d'un submersible de poche, il va avoir pour mission d'explorer le système vital de l'organisme d'un lapin. Mais des espions industriels envahissent le laboratoire au moment de l'expérience et vont s'emparer de la puce qui permet d'inverser le processus de miniaturisation. Durant la fuite de l'un des scientifiques, Tuck se trouve injecté dans le corps de Jack Putter, un employé de supermarché dépressif, complexé et hypocondriaque, avec lequel il parvient à rentrer en communication. Comme ses réserves d'oxygène s'amenuisent d'heure en heure, Tuck est condamné à une mort certaine. La course contre la montre s'engage pour le sauver. Et voilà pour l'intrigue. Et maintenant, il faudrait donner une idée de qui est Joe Dante lorsqu'il s'apprête à réaliser l'aventure intérieure. Alors, on va faire un petit historique de Joe Dante. Joe Dante, c'est quelqu'un qui était un très jeune cinéphile, très tôt. En fait, il allait plus au cinéma qu'il n'allait à l'école. Donc très très tôt, voilà, il séchait les cours, il se gavait de cinéma de 2-3 films par jour. Il était aussi il est toujours d'ailleurs un passionné de BD. Il dessinait très tôt, il était dessinateur. Il a quand même été diplômé du Philadelphia College of Art en 1968. Donc il était déjà prédestiné à une carrière artistique. Et il devient chroniqueur, toujours à Philadelphie, au Film Bulletin. C'était un canard, en fait, qui faisait des critiques de films, donc il faisait des critiques. Il a fait ça jusqu'en 1974, puis il en a eu marre, donc il a dit « Tiens, je vais tenter ma chance et je vais partir à Los Angeles ». Donc il part à Los Angeles et il se fait embaucher dans l'écurie de Roger Corman. Alors Roger Corman, c'était le pape de la série B, le grand pape de la série B des années 50 aux années 90, dans sa société qui s'appelait New World. Et il se voit confier le montage des bandes annonces de la compagnie, donc de ces séries B, séries Z des fois. Et au bout d'un moment, Dante, il a quand même envie de passer à la réalisation, donc il demande à Corman de lui confier un petit budget. Et Corman accepte.
Et il lui confie en 75, donc rapidement, parce il est rentré en 74, et en 75, il lui confie la mise en scène d'un film qui s'appelle Hollywood Boulevard. C'est un petit thriller au budget, avec rikiki de $60,000. Et avec ce budget rikiki, il a pas beaucoup d'options, donc Joe Dante est obligé d'utiliser des chutes de pellicule d'autres films produits par Corman, des stock shots, donc des plans abandonnés par d'autres réalisateurs du studio. Donc avec ce puzzle, en fait, ces différentes sources, il y a des plans qu'il va tourner lui-même avec des acteurs inconnus, il va réussir à monter quand même quelque chose, à sortir quelque chose. Visiblement, Corman est satisfait quand même du résultat. Comme Corman aussi, c'était un peu un opportuniste qui surfait un peu sur les grands succès des gros films. Et à ce moment-là, il voulait aussi surfer aussi sur le succès des Dents de la Mer. Donc il propose à Joe Dante de réaliser Piranha en 78 avec un budget 10 fois supérieur au précédent. Donc c'était $60,000 pour l'un, ça sera $600,000 pour Piranha. Bon, ça reste quand même un petit budget pour le cinéma. Le film rencontre son public, ça marche bien, il devient l'un des plus gros succès de la New World. Donc la carrière de Joe Dante en tant que cinéaste est définitivement lancée en 79 et il décide donc de quitter New World et Roger Corman. D'ailleurs, juste, je t'interromps, mais la Universal pouvait attaquer un petit peu pour plagiat Joe Dante et Corman par rapport à ça. Et Spielberg a défendu Joe Dante sans le connaître parce qu'il a trouvé que le film était bien, quoi. Malgré le fait qu'il parodie quelque part Les Dents de la Mer. Ouais, c'est une parodie, un repompage des Dents de la Mer avec des piranhas, quoi. Avec des piranhas, mais il l'a trouvé bien troussé et il a dit non, mais laissez-le tranquille et tout ça. Donc c'est une des premières approches qu'il y a eu entre les deux, quoi. Qui se poursuivra, on en parlera dans pas longtemps. With razor teeth, they can strip a man to the bone in a frozen instant of terror. Piranha, they're here, they're hungry, they'll eat you alive. Donc il quitte New World Pictures et Dino De Laurentiis le contacte pour faire Orca 2, qui est la suite d'un film qui est aussi une espèce de copie, en tout cas un film inspiré des Dents de la Mer avec une orque sur lequel il va travailler pendant un long moment et le projet va pas se faire. Dino De Laurentiis va abandonner le projet et il va commencer à travailler sur un film de loup-garou qui va se concrétiser, qui s'appelle Hurlement. Voilà, pareil, petit budget mais un film génial. Un super film. The Howling. Le film sort en 81 et est très bien accueilli en France et aux États-Unis. Spielberg revient dans l'histoire parce qu'il voit ce film qu'il trouve particulièrement réussi et il décide de recontacter Joe Dante pour lui confier la mise en scène d'un des sketchs de La Quatrième Dimension, un film à sketch sur lequel Spielberg réalise lui-même un sketch lui aussi avec George Miller, le réalisateur de Mad Max, et John Landis, réalisateur des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres. Et donc il lui confie un des segments en 83. A journey into a wondrous land whose only boundaries are your imagination. Next stop, the Twilight Zone. Ce qui plaît à Spielberg, c'est les libertés de ton de Dante, cette folie qu'il peut avoir. Et dans la foulée en fait de La Quatrième Dimension, il va lui proposer la réalisation de Gremlins d'après le scénario de Chris Columbus. D'ailleurs, Spielberg va être donc coproducteur de Gremlins sous le giron de la Warner. Il va être un support très important pour Joe Dante parce que la Warner trouve le film trop sombre, mais Spielberg le soutient jusqu'au bout, même si lui aussi il a quand même quelques réticences, mais il va quand même accepter la vision sombre de Dante pour Gremlins, et le film va sortir comme Joe Dante l'avait voulu. Donc le film, on le sait maintenant, il est sorti aux États-Unis le 8 juin 84, et c'est un immense succès, un phénomène, c'est devenu même presque un phénomène de société. À la sortie de ce film, Dante est demandé par tous les studios et Paramount arrive et lui propose de réaliser Explorer. From the director of Gremlins, Explorers, coming this summer from Paramount Pictures. Explorer, c'est un film fantastique avec 3 jeunes acteurs, dont River Phoenix. Mais le tournage va pas super bien se passer parce que Paramount a une vision très Spielbergienne, justement. Alors, Spielberg est pas du tout sur ce film-là, alors que Dante a une autre vision. Et en plus, le studio presse Dante de terminer le film au plus vite pour en faire le blockbuster de l'été. Dante s'exécute et il termine le film un peu à la hâte, et le film est pas très réussi, et à la sortie, c'est un véritable échec commercial. Donc voilà, il a besoin un peu de se refaire la cerise. Les studios vont un peu le regarder autrement et un peu de loin maintenant. Après un seul échec, ce qui est dommage, c'est John Landis qui va un peu le remettre sur pattes en lui proposant là encore un sketch pour Cheeseburger Film Sandwich,
C'est la suite d'un autre film à sketch qui s'appelait Hamburger Film Sandwich, fait par Landis à la fin des années 70. 70, ouais. Donc le film va pas marcher, il va réaliser un petit sketch, le film est sympathique, voilà, le film va pas marcher, il va passer complètement inaperçu, mais ça a permis à Dante de se remettre un peu sur les rails. Ouais, alors je reviens un peu en arrière parce que suite au succès de Gremlins en 84, Peter Guber, le producteur derrière Midnight Express, Flashdance, Le Loup-garou de Londres, La couleur pourpre, Les sorcières d'Eastwick, tout ça, propose à Joe Dante la première mouture d'Inner Space, donc l'aventure intérieure en français, mais Joe Dante décline, car il trouve le scénario trop proche du Voyage fantastique et en plus sur un ton trop sérieux à son goût. Alors le Voyage fantastique, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en a parlé déjà une fois. C'est un film qui est sorti en 66-67 et réalisé par un très grand réalisateur qui s'appelle Richard Fleischer, qui a fait Les Vikings, 20 milieux sous les mers, qui a fait Barabbas, Soleil vert, L'étrangleur de Boston. Calidor. Voilà, il a fait... Conan le Destructeur. Oui, bon. Il a fait des trucs extraordinaires, mais c'est vrai que sur la fin de sa carrière, il a fait quand même, on peut le dire, des croûtes, voilà. Mais malgré tout, ça n'enlève rien au reste de sa carrière qui est assez bluffante. Et puis d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un ou plusieurs retours à l'écran sur les films du bonhomme. Ouais. Alors, bon, même si le Voyage fantastique, c'est pas non plus son meilleur film, il faut le dire. Hein. Non, c'est pas son meilleur film. C'est vrai que c'est un scénario de série B dans un produit de série A, parce que il y a quand même un budget conséquent. Mais aujourd'hui, on a une lecture un peu kitschouille du film qui est très bariolé, avec des éclairages dans tous les sens. Et puis, les effets spéciaux, c'est wow. Les effets spéciaux très kitschouilles. C'est rude, tu rigoles. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont toujours marqué, ces sortes d'attaques avec les, je sais plus ce que c'est là, les étoiles là, qui se collent sur eux là. Puis il y a une sorte de blob là, à la fin là, qui envahit le vaisseau, qui les mange et tout. Il y a quand même des trucs que j'aime bien, qui sont sympas quoi. Mais bon, c'est super kitsch. Ouais, c'est un truc à voir quand t'es gamin quoi. Enfin, ça nous a marqué gamin. Alors de quoi ça parle hein, juste, en gros, on est en pleine guerre froide. Et on a des Américains et des Soviétiques qui s'affrontent sur le terrain scientifique, quoi. Et il y a un responsable scientifique qui travaille sur la miniaturisation, qui est censé révéler des informations hyper importantes techniques, mais il tombe dans le coma et en fait, on va utiliser son savoir pour miniaturiser toute une équipe de scientifiques pour le guérir de l'intérieur. Alors après, à l'intérieur du corps humain, c'est un peu un festival, il n'y a pas de vrai respect de la biologie humaine. Vraiment, c'est un peu imaginaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en gros, l'idée dans les années 80 de faire une sorte de remake un peu à peine déguisé du Voyage fantastique n'est pas si bête en soi parce que les effets spéciaux ont considérablement évolué, notamment à partir de 77 avec Star Wars. Donc il y a des choses qui étaient impossibles avant, qui deviennent un peu plus tangible et donc pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Maintenant, Joe Dante décline l'offre parce que le scénario est quand même trop sérieux et je pense qu'il cherchait à rester sur une ligne entre la peur et l'humour, quoi. Voilà, qu'on ressent dans son sketch dans la 4e dimension, dans les Gremlins. C'est quelqu'un qui est tombé dans les cartoons et les Tex Avery quand il était petit et ça. Voilà, c'est un grand fan de Looney Tunes. Ça le marque, tout y est dans tous ses films, c'est imprégné de tout ça, quoi, de dessins animés. Il y a dans tous ces films, il y a du second degré, il y a un côté cartoonesque et cette première mouture du scénario qui était hyper sérieuse, hyper noire, qui remettait en avant la guerre froide, tout ça lui plaisait pas, il en voulait pas. Ça lui parle pas. Et puis à l'époque, après l'échec d'Explorer, il voulait vraiment réussir à réaliser un vrai film familial. Et c'est pas cette première mouture du scénario de l'aventure intérieure qui aurait pu lui permettre de le faire. Ouais, c'est clair. Alors ce scénario-là est refusé par Dante, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le producteur Peter Guber le reprend Voilà, alors ce premier scénar, je fais juste une aparté, il était signé par un scénariste qui s'appelle Chip Prother. C'est un scénariste qui avait essentiellement travaillé dans le documentaire pour la télévision, qui avait signé un premier scénario de long métrage en 84 pour un film qui s'appelle Iceman, produit par la Paramount et qui est resté un peu totalement oublié aujourd'hui. Non, on fera pas d'épisode dessus. Non, sûrement pas. Peter Guber récupère ce scénario et donc va le proposer d'abord à Robert Zemeckis.
C'était juste après l'énorme succès de Retour à le futur. Zemeckis n'en veut pas de ce scénario non plus. Non, en plus il est en plein développement de Roger Rabbit, donc... Exactement, et donc c'est pas ce qui le branche. Et puis pareil, c'est quelqu'un qui va pas aller forcément dans un film purement noir, enfin noir dans le sens très sérieux. Donc il le propose à John Carpenter. John Carpenter, ça l'intéresse, mais de refaire un remake, surtout qu'il avait une expérience un peu compliquée quelques années auparavant avec le Bid, malgré que ça, en tout cas pour moi, c'est son plus grand film, The Thing, qui était aussi un remake d'un film fantastique des années 50 de Howard Hawks. Voilà, il voulait pas refaire un remake... pur et dur, quoi. Pur et dur, exactement. Donc il va appeler un autre scénariste qui s'appelait, puisqu'il n'est plus de ce monde, Jeffrey Boam. Et donc il va lui demander de remanier le scénario de Cheap Brother pour lui. Alors, ce qui facilite la transition, c'est que Peter Guber est attaché à la Warner et il accepte justement d'engager Jeffrey Boam puisqu'il est également sous contrat avec la Warner. Alors, Jeffrey Boam, c'est un scénariste qui participe à l'écriture de films assez iconiques des années 80. Il travaille sur le scénario de Génération perdue, le film de vampire humoristique de Joel Schumacher, qui sort à peu près en même temps que l'aventure intérieure. Et ensuite, il va même travailler sur L'Arme Fatale 2 avec Shane Black. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode sur le dernier Samaritain. Tout est lié. Tout à fait. Ou encore Indiana Jones et La Dernière Croisade. Alors, ce sont des films qui ont pas mal d'humour, des séquences dynamiques, des dialogues marrants, et je pense que l'aspect enjoué de tous ces films-là lui est grandement imputable. Alors comment ça se passe avec Carpenter sur le travail du scénario ? Est-ce que Jeffrey Boam a envie de faire un simple remake du Voyage Fantastique ? Qu'est-ce qu'il pense un peu de cette première version ? Au début, Jeffrey Boam, il est pas convaincu, il a pas envie, en fait, voilà, ça lui plaît pas non plus. Et puis John Carpenter, il insiste. Et comme les deux mecs s'appréciaient, Carpenter lui dit, fais comme tu le sens, je te donne pas voilà, tu connais mon univers, tu sais comment machin, vas-y, éclate-toi. Et donc Boam accepte, et le truc c'est que au bout d'un moment, John Carpenter part du projet de l'aventure intérieure et va sur Jack Burton. Donc Jeffrey Boam, il continue quand même, il va jusqu'au bout de son scénario, et il rend sa copie à Peter Guber. Il a gardé beaucoup d'éléments de ce premier scénario qui rappellent le Voyage Fantastique, mais il a totalement changé, notamment le ton, il l'a ramené vers de la comédie d'aventure, de la comédie fantastique. Carpenter étant parti sur Jack Burton, Peter Guber va le reproposer à Joe Dante. Et cette fois-ci, Joe Dante va accepter. Ouais, parce que ça tombe bien pour lui, comme tu disais, puisque Explorer a salement terni l'image qu'il pouvait renvoyer, quoi. Il a envie de se remettre un peu dans les starting blocks, de faire un film tout public qui marche. Et c'est justement à ce moment-là que Spielberg a vendu du projet. Il adore le scénario. Et comme il est bien copain avec Joe Dante, il lui dit « Bah écoute, moi je veux bien le produire. » Le coproduire. Le coproduire, oui. L'arrivée de Steven Spielberg sur le projet va induire aussi quelques petits changements dans le scénario au final, parce que comme le dit Joe Dante dans certaines interviews, dans un film de Steven Spielberg, on ne tue pas les gens comme ça, quoi. Les agressions, notamment l'agression dans le laboratoire, ça se fait avec des bombes aérosols qui endorment les gens, alors que ce qui était prévu à la base, c'était des coups de feu, quoi, des trucs classiques. Et donc ça fait partie du principe de Spielberg sur le nombre de morts à l'écran, etc. Il y a un côté un peu tout public qu'il tient à conserver, notamment lorsqu'il appose son nom sur le film, comme c'est le cas dans l'aventure intérieure. Spielberg fait aussi une demande un peu spécifique sur le scénario. Il demande à ce que, à la 40e minute environ, il y ait une séquence d'action qui lie Jack Putter et Tug Pendleton. Donc Jack Putter va affronter une sorte de coursier un peu étrange qui est armé, et à l'intérieur de son corps, Tug Pendleton doit affronter justement les palpitations de Jack Putter. Donc il y a un problème au niveau de son cœur, et donc cette séquence-là permet de lancer l'action du film et de tisser les liens entre les deux personnages. Comment tu te sens ? Tu te sens cool, hein ? Recommence alors. C'est la machine Tug Pendleton. 0 défaut. J'espère que vous n'avez pas le trac. Pas encore. Le casting. Parce que là, il y a quand même un méga casting. Là, on a quand même un méga casting. Déjà, on commence par Dennis Quaid, qui va nous interpréter Tug Pendleton.
Et alors Dennis Quaid, au moment de l'aventure intérieure, c'est un jeune acteur qui est vraiment montant, quoi. Donc c'est un Texan qui est né au milieu des années 50, il enchaîne les petits rôles à partir de la moitié des années 70. On va le remarquer dans un western de Walter Hill qui s'appelle Le Gang des frères James, qui est très très bien. Il joue justement à côté de son grand frère, Randy Quaid. Et puis par la suite, il a le premier rôle aussi dans un petit film de boxe que moi j'aime bien, qui est réalisé par le vétéran Richard Fletcher, encore lui, La Force de Vaincre en 83. Même si le film n'a pas un vrai succès, il est quand même remarqué, il est dans les starting blocks pour commencer à prendre du poids sur des productions un peu plus conséquentes. Et ça sera le cas des Dents de la Mer 3D, réalisé par Joe Alves. Des rôles aussi assez physiques régulièrement, hein. Donc le film de boxe, Les Dents de la Mer, c'est aussi un rôle assez physique. Mais c'est surtout dans le rôle du pilote Gordon Cooper, dans l'excellent L'étoffe des héros, hein, de Philip Kaufman. Chef-d'œuvre. Aïe. Qui est génial, hein, qu'il faudra peut-être un jour envisager. Ouais. Peut-être. Et c'est dans ce rôle-là qu'il est très remarqué. Et même si c'est un film d'équipe, hein, il y a plusieurs autres comédiens aussi autour de lui. Mais il est vraiment remarqué. Et justement, en 84, il a encore un premier rôle dans un film fantastique qui se déroule dans le monde des rêves, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Dreamscape, de Joseph Ruben, qui a beaucoup vieilli visuellement. C'est ce que j'allais dire. Hein. Pas revu depuis des années. Voilà, ça passe mal des années celui-là. Hein. J'imagine. Et puis l'année d'après, donc en 85, il va jouer à côté d'un extraterrestre interprété par Lou Gossett Jr. dans un film qui s'appelle Enemy Mine, réalisé par l'allemand Wolfgang Petersen. Et là, on a un film, c'est une sorte de huis clos avec un extraterrestre. En fait, c'est un remake de Duel dans le Pacifique. Voilà, ouais. Un film de guerre qui était un très bon film. Qui c'est qu'il y avait dans un Duel dans le Pacifique déjà ? Toshiro Mifune. Et voilà, Toshiro Mifune. Eddie Marvin. Et donc en 87, donc l'année de la sortie de l'Aventure intérieure au cinéma, il y a deux autres films avec Dennis Quaid en haut de l'affiche qui sortent. Hein. Il y a le film noir Big Easy de Jim McBride, qui est un bon petit film qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Ah, c'était pas mal. Ouais. Et un thriller qui s'appelle Suspect dangereux de Peter Yates avec la chanteuse Cher. On voit bien qu'en 87, à ce moment-là de sa carrière, Dennis Quaid commence à bien choisir ses films, même si c'est pas vraiment des succès au box-office, hein. Il y a beaucoup d'infortunes à ce niveau-là, mais les films sont choisis avec soin, les réalisateurs aussi, et donc voilà, donc il se lance dans l'aventure intérieure. Envoie-toi une claque sur la figure. Une quoi ? Une claque. Gifle-toi. Encore. Plus fort. Tu es dessoulé ? Encore une petite. Bon, tu te sens comment ? Ah, ça fait du bien. La machine Jack Putter, 0 défaut. Dieu nous protège. Alors Joe Dante le dit dans les interviews, hein, le concept derrière l'aventure intérieure, c'est un peu Jerry Lewis propulsé dans le corps de Dean Martin. Alors pour les plus jeunes auditeurs, ça serait plutôt Jim Carrey propulsé dans le corps de George Clooney, quoi. Joe Dante tient à avoir un beau contraste entre les deux personnages. Et face au fringant Dennis Quaid, il doit trouver son parfait opposé. Et qui est notre Jerry Lewis ? Alors, notre Jerry Lewis, qui s'appelle Jack Potter, il est interprété par Martin Short. Alors, qui est Martin Short ? Martin Short, c'est un acteur canadien qui débute sa carrière au début des années 70 dans des shows TV uniquement au Canada, pendant toute cette décennie-là, jusqu'en 79. Et puis, en 80, il décroche un premier rôle au cinéma dans un film qui s'appelle Lost and Found, un film totalement inconnu, qui est passé inaperçu et qui est resté totalement inconnu. Et puis, il va tenter enfin sa chance au bout de 10 ans aux États-Unis, et il va commencer dans des soaps. C'est pas des sitcoms, mais en tout cas, c'est des séries très à l'eau de rose. Et puis, il rejoint la troupe du Saturday Night Live, la célèbre troupe du Saturday Night Live en 1984, au moment du départ d'Eddie Murphy, parce qu'Eddie Murphy commence sa carrière cinématographique avec le succès qu'on connaît. Et donc, il devient des pensionnaires les plus appréciés des téléspectateurs. C'est là que John Landis le remarque. Décidément, John Landis, on en parle beaucoup aussi. Et il l'engage pour jouer aux côtés de Chevy Chase et Steve Martin, deux autres habitués du Saturday Night Live, dans Three Amigos, un film qui sera, aux États-Unis en tout cas, un énorme succès. Pour l'anecdote, Mille et une pattes, c'est une adaptation de Trois Amigos. Exactement.
À la suite du succès de Three Amigos, c'est là que Dante et Spielberg le remarquent et l'engagent pour l'aventure intérieure. Lydia. Oh, Lydia, je me suis tordu l'orteil là, sur la portière du taxi, et je crois qu'il est blessé. Il vaut mieux que ce soit ton orteil que ton cœur. Bon, est-ce qu'on peut partir? Lydia! 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 Alors pour le rôle féminin de Lydia Maxwell, la copine de Dennis Quaid, Tuck Pendleton dans le film, plusieurs comédiennes sont envisagées. On parle de Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton, Julia Roberts ou encore Elizabeth Shue. Mais c'est surtout Amy Irving qui veut absolument le rôle. Alors Amy Irving, c'est une comédienne qu'on a vue dans Carrie au bal du diable et Fury, qui sont 2 films de De Palma, mais qui peine vraiment à faire décoller sa carrière. Alors elle a lu le scénario, puisqu'à cette époque, elle est mariée à Steven Spielberg. Alors le problème, c'est que Joe Dante, lui, il n'est pas forcément emballé par la comédienne. Mais Spielberg vient de tomber follement amoureux de Kate Capshaw, qu'il a fait tourner dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et donc le couple Amy Irving et Steven Spielberg bat de l'aile. Donc Amy Irving n'a pas vraiment assez de poids pour s'imposer, et donc Joe Dante reste libre de ses choix au niveau du personnage féminin. Et donc le choix va se porter sur Meg Ryan. Meg Ryan, c'est une Américaine née en 61. Alors c'est à la base une journaliste en fait. Elle a fait des études de journalisme à New York et elle fait la comédienne à ses heures perdues. Voilà. Mais elle se fait évidemment très vite remarquer parce que d'une part elle est très jolie et puis aussi parce qu'elle joue vraiment particulièrement bien. Et donc on la voit dans des rôles secondaires, notamment dans Amityville 3, de Richard Fleischer encore, hein, comme quoi tout est lié. On la voit aussi dans Top Gun de Tony Scott. Encore ? Un habitué de Retour à l'écran. Et c'est vraiment l'aventure intérieure qui va la propulser sur le devant de la scène, parce que c'est le premier vrai rôle important qu'elle tient à l'écran. La force de frappe nucléaire, Jack. Ça n'a plus d'intérêt. Tout le monde la possède, et personne n'a le courage de s'en servir. C'est pas vrai? Ah, mais... la miniaturisation, Jack. Ça, c'est le Joker. C'est l'avantage suprême que tout le monde recherche. Qui va s'adjuger cet avantage? Quelle nation contrôlera la miniaturisation? Franchement, moi, tu sais, je m'en tape. Je m'intéresse à l'argent, un point, c'est tout. Dans tout bon film, il nous faut un bon méchant. Alors, le bon méchant, c'est Eugene Scrimshaw dans le film, et il est interprété par Kevin McCarthy. Alors, Kevin McCarthy, c'est un acteur qui a une filmographie assez énorme. C'est quelqu'un qui a commencé à faire du théâtre dès le lycée, qui ensuite est parti faire son service dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et en rentrant en fait de la guerre, en fait, il rentre dans le fameux Axtor Studio, dont il est l'un des premiers pensionnaires. Il débute sa carrière conjointement au cinéma et à la télé. Son premier rôle notable, c'est dans la première adaptation de Mort d'un commis voyageur en 1951, pour lequel il obtient déjà un Golden Globe. Ensuite, le rôle qui va vraiment le révéler au grand public, c'est dans L'Invasion des profanateurs. Ouais, Body Snatcher de Don Siegel. En 1956. Et ensuite, en fait, il va alterner pendant toute sa carrière télé, cinéma, voilà. Il va faire un peu plus de télé, on va le voir beaucoup, notamment dans les années 70, dans pas mal de séries télé, dans pas mal de téléfilms et de séries télé. Ça va être un habitué aussi de Joe Dante qui va le faire jouer dans pas mal de ses films. Et c'est quelqu'un qui va continuer à tourner jusqu'à la fin de sa vie. Et, en fait, il meurt en septembre 2010 à l'âge de 96 ans. Ouais, pas mal, hein. Avec une sacrée filmo, hein, pétard. D'ailleurs, Joe Dante, c'est un grand fan de L'Invasion des profanateurs de Sépulture, hein, puisque on voit même un extrait du film dans Gremlins, dans une séquence où Billy et Gizmo regardent une télé qui diffuse le film. Et McCarthy, il est bien visible dans cette séquence. Exactement. Et par ailleurs, le casting de l'Aventure intérieure se complète aussi de second rôles récurrents de l'univers de Joe Dante. Bah, notamment Dick Miller, justement, hein, qui est devenu un ami de Joe Dante, notamment parce qu'il avait joué dans le premier film fait pour Corman. Hollywood Boulevard, ouais. Il s'appellera Walter Pesley dans le film, et ce nom reviendra d'ailleurs tout au long de sa carrière dans les films de Joe Dante ou dans d'autres films, comme dans Hurlement ou autres. Dick Miller, il a fait un paquet de films, hein, notamment, on le connaît aussi, surtout pour le rôle de Monsieur Futterman dans Gremlins 1 et dans Gremlins 2, mais bon, il va aussi jouer dans beaucoup de films de Cameron, c'est lui qui fait l'armurier, enfin bon, voilà, c'est Terminator. C'est un acteur tellement qu'on voit dans des centaines de films, quoi, c'est impressionnant. D'ailleurs, on entend sa voix, la personne qui le double,
dans le générique de début de Retour à l'écran. C'est italien. C'est italien. Et donc on peut apercevoir Chuck Jones qui joue dans le magasin, des clients du magasin dans l'aventure intérieure. Alors Chuck Jones, c'est qui ? Chuck Jones, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la Warner et qui a créé un paquet de personnages de dessins animés pour les Merry Melody du style Bugs Bunny, Daffy Duck, Pépé le Putois, le Coyote, plein de personnages assez charismatiques. Voilà, et donc c'est un peu une idole et un ami aussi de Joe Dante, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est là tout le temps. Je vais faire l'amour avec mes bottes. Dans ce film aussi, on a Robert Picardo. Alors Robert Picardo, c'est un acteur américain, acteur, scénariste. Alors lui, il a une carrière aussi assez impressionnante. L'autre jour, j'ai remarqué, j'avais jamais fait gaffe que c'était lui qui jouait Eddie Quiz dans Hurlement. Hurlement, ouais, bien sûr. J'avais jamais percuté que c'était lui. Il joue dans Explorer de Joe Dante, dans l'Aventure intérieure évidemment. Il va jouer aussi dans Total Recall. C'est lui qui fait le Johnny Cab, le robot. Gremlins 2, il fait le Pourquoi vous voulez pas coucher avec moi ? Il est excellent. Oh le mec ! Oh le mec ! Pourquoi tu n'oses pas coucher avec moi ? Enfin voilà, il joue dans des tonnes et des tonnes de Star Trek, et j'en passe parce que bon voilà, mais sacré acteur qui interprète dans l'aventure intérieure un rôle quand même assez marquant. On en reparlera plus tard, mais il joue le cow-boy. Et le cow-boy, c'est quand même un des rôles mythiques de Picardo. C'est le rôle qui marque quand tu vois l'aventure intérieure. Bien sûr. En plus, ça relance un petit peu la deuxième partie du film. Ouais. Et puis bon, après, voilà, toujours pareil, des gueules quoi qu'on aperçoit dans les films, comme le patron de la supérette, donc Henry Gibson. Un autre habitué de Dante, donc qu'on voit notamment dans Les Banlieusards, un film un peu moins connu de Dante, mais qui est excellent. Dans les clins d'œil, il y a le docteur qui ausculte Martin Short au tout début. C'est aussi quelqu'un qui jouait dans L'homme qui rétrécit, justement. Voilà, ça fait partie des petits clins d'œil cinéphiliques de Joe Dante qui glissent de ça et là. Des petits clins d'œil au cinéma. Voilà. Et puis on a aussi donc dans ce film Vernon Wells, donc un acteur australien qu'on connaît beaucoup pour notamment son rôle dans Mad Max 2, qui fait un des méchants dans Mad Max 2, qui va reprendre un peu le rôle d'ailleurs dans Une créature de rêve, et on peut le voir aussi dans Commando, qui fait le méchant dans Commando avec Schwarzenegger. Bennett. Bennett. J'en étais sûr. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Je t'ai pas encore tué, que je sache. Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit qu'il est en train de mourir. Et oui, que je m'en fous. Il s'en fout. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords ? Ce sera dur. On essaye ? Allez. Le tournage débute le 28 juillet 1986. Alors le tournage va se passer intégralement en Californie. Pour les extérieurs, ça va se passer entre Los Angeles et San Francisco. Alors pour Los Angeles, les choix des lieux de tournage c'est pas des lieux très significatifs. Par contre, à San Francisco, on va retrouver le fameux Golden Gate Bridge, on va retrouver les fameuses rues en pente autour du tramway qu'on peut voir notamment dans l'Inspecteur Harry, dans Basic Instinct, dans The Rock. Et les intérieurs, où tous les décors vont être fabriqués, vont être faits au studio de la Burbank, les studios de la Warner à Burbank. Et il me semble que la scène du labo était tournée dans un vrai labo, je crois, avec des vrais techniciens apparemment. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Parmi les scènes tournées à Los Angeles, il y a cette scène du labo qui a au début et à la fin du film, qui a été tournée avec des vrais techniciens, donc qui étaient là pour donner une authenticité en fait à toute l'expérience de miniaturisation. C'est parmi les quelques lieux de tournage, mais vraiment l'intégralité, ça s'est fait en Californie. Voilà. On va aussi avoir un réalisateur qui a aussi un style bien à lui. Le style Joe Dante, déjà, c'est le ton qu'il a dans ses films. Hein. Il y a beaucoup d'ironie, voire même un commentaire assez acerbe sur la politique des États-Unis, la politique actuelle ou passée. Hein. Donc il y a plein de films de sa filmographie qui en font mention relativement ouvertement. Hein. The Second Civil War, Panic sur Florida Beach, son sketch sur les Masters of Horror, Vote ou crève en témoigne.
c'est un gros cinéphile aussi qui va garder aussi en tête toutes les références stylistiques d'un certain cinéma des années 50-60 et aussi, on en a parlé, du style un peu cartoonesque. Donc il va mélanger tout ça, il va mettre des clins d'œil. Dans les Gremlins, on va voir Robbie le robot à un moment donné. Donc on a des caméos parfois de Spielberg. On entend aussi des sons des cartoons dans ces films. Et donc le ton qu'il va aussi adopter, c'est aussi le ton qu'il va donner aussi à ses comédiens. Les comédiens dans les films de Joe Dante, en général, ils sont un peu dans un style de jeu un peu outrancier, mais toujours premier degré. C'est-à-dire que par rapport à des films comme on peut voir plus récents aujourd'hui, qui sont très second degré, presque cyniques, chez Joe Dante, il n'y a pas de cynisme en fait. On est toujours au premier degré, mais par contre, le jeu est régulièrement outrancier. Alors les cadrages vont un peu dans le même sens. Les cadrages, il y a beaucoup de grands angles, des mouvements de caméra dynamiques, un montage dynamique et aussi pas mal de débulés, c'est-à-dire les décadrages. La caméra qui est mise un peu en oblique comme ça, qui nous donne un petit peu des diagonales dans l'image. Et il adore un peu ce style de composition-là. Il va faire aussi beaucoup de storyboards. Les storyboards de Joe Dante, on peut en voir dans certains bouquins, des storyboards très très enfantins en fait. Donc c'est quelqu'un qui voulait faire un peu de la bande dessinée et qui a gardé un style cartoon même quand les films sont sérieux. Et donc c'est quelqu'un qui arrive assez préparé sur ses tournages. Même s'il est ouvert à l'improvisation de ses comédiens, il arrive assez préparé. Et donc dans la mise en scène aussi, dans la manière dont il a de mettre en scène les films, et Inner Space, l'aventure intérieure, ne déroge pas à la règle, c'est qu'il garde aussi l'aspect un peu rapide des productions Corman, c'est-à-dire par exemple une installation de travelling pour avoir un plan relativement complexe, ça peut être assez long comme temps, et ben il va toujours s'arranger pour le réutiliser une deuxième voire une troisième fois pour gagner un peu du temps sur son tournage. Voilà, il garde un petit peu le côté rapide des productions un peu fauchées. Et alors normalement, son acolyte c'est John Hora, c'est le chef-op avec qui il travaille depuis Hurlement. Donc John Hora, c'est quelqu'un qui a signé la photo de Hurlement, de la 4ème dimension, de Gremlins, d'Explorer. Il retravaillera même avec lui sur Gremlins 2, Panic sur Florida Beach et tout ça. Mais là, sur ce film-là, en fait, c'est pas lui qui va s'occuper de la lumière. Au contraire, il va s'occuper d'un rôle dans le film. On va lui donner un rôle. Oui, en fait, alors on ne sait pas pourquoi d'ailleurs il ne travaille pas sur ce film, pourtant habitué, comme tu viens de le dire, de Joe Dante, mais Spielberg va finalement lui confier le rôle de Ozzy, c'est-à-dire le chef scientifique, en fait, celui qui dirige l'expérience de miniaturisation. Il va lui confier un rôle alors qu'il n'est pas du tout acteur. Joe Dante tique un peu et il n'est pas très convaincu de ça. Spielberg lui dit si, bien, on va lui faire un essai. John Hora passe l'essai, qui s'avère tout à fait concluant, et finalement Joe Dante va accepter à ce qu'il endosse ce rôle. Ouais, c'est vrai que ça marche très très bien en plus. Alors, John Hora, normalement, lui, il a plutôt une lumière assez marquée. Il y a beaucoup de contrastes, il y a de la couleur, et en même temps, il diffuse énormément l'image avec des filtres, donc on a des auréoles autour des points de lumière dans l'image. Et pour l'aventure intérieure, justement, il est remplacé par Andrew Laszlo. Alors Andrew Laszlo, c'est un chef-op qui a pas mal roulé sa bosse lui aussi. Il a justement mis en lumière plusieurs films de Walter Hill, encore lui. Donc Les Guerriers de la Nuit, Sans Retour, Les Rues de Feu, juste avant Inner Space. Et c'est aussi le chef opérateur de Massacre dans le Train Fantôme de Tobe Hooper, de Remo sans armes et dangereux, Poltergeist 2 et surtout le Grand Rambo 1 de Ted Kotcheff. Donc c'est un grand chef-op qui a un style discret et parfois cru en fait. Là on n'est pas du tout dans la même logique que John Hora justement. Il est toujours au service du film, mais sa lumière va être relativement discrète. Mais il applique la formule de Joe Dante, c'est-à-dire des débulés, donc des décadrages avec des diagonales. Il reste un peu dans le style et l'énergie des mouvements de caméra propres à Joe Dante et donc de John Hora. Et il va amener aussi le cinémascope sur le film, parce que c'est le premier film en cinémascope de Joe Dante qui en général opte plutôt pour du 1,85 ou du 1,66, c'est-à-dire des formats un peu plus carrés. Et là, le cinémascope sied vraiment au film parce qu'en gros, on joue vraiment sur les horizontales, on a l'intérieur du corps qui est bien représenté, on a des espèces de grands paysages, on est presque dans un truc un peu désertique. Voilà, il y a la qualité du cinémascope amène un petit plus que n'aurait probablement pas amené John Hora d'ailleurs.
Alors concernant le tournage en lui-même, Joe Dante avoue que tout s'est bien passé sans problème particulier. Mais quand même, au tout début du tournage, il y a un petit couac avec la Warner qui découvre les premiers rushs du film. En fait, eux, ils s'imaginaient pas du tout un personnage comme celui-ci, avec un physique comme celui-ci. Ils voyaient un mec qui avait quasiment le même physique que Dennis Quaid. Ce qui prouve bien que le studio a rien compris, parce que l'idée c'est quand même que Jack Putter soit totalement différent de Tuck Pendleton. Exactement. C'est logique. Donc évidemment, là, dans ce cas-là, le physique de Martin Short, ça colle pas, quoi. Donc la Warner dit non mais ça va pas du tout, Martin Short c'est pas possible. Joe Dante est emmerdé, parce qu'il trouve que justement la différence entre les deux personnages, les deux physiques, c'est ça qui fonctionne, et il veut pas changer quoi. Et la solution elle vient de Spielberg. Spielberg se tourne vers Dante, il dit il y a qu'une seule solution, si tu veux pouvoir garder Martin Short, c'est que tu vas devoir faire un sacrifice. Tu vas devoir virer quelqu'un. Et c'est à toi de choisir qui tu dois virer. Et donc, en fait, il doit virer quelqu'un du casting. À ce moment-là, en fait, le personnage de Monsieur Igoe, qui est un peu l'espèce de Terminator... Ouais, c'est le bras droit du méchant qui va être inoculé à la fin. Ouais, qui est joué par Vernon Wells, là, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. En fait, à la base, il était joué par un acteur qui s'appelle Luca Bercovici. Et donc, Joe Dante va choisir ce mec-là en disant, bah voilà, c'est toi qui vas partir. Voilà, je suis obligé de te sacrifier pour pouvoir garder Martin Short. C'est une façon, un espèce de deal, pour pas qu'il y ait un accrochage, en fait, c'est un passage obligé. Et donc, finalement, ce Luca Bercovici, il avait un physique aussi différent de Vernon Wells, il était un peu plus gringalé, en fait. Ce sacrifice, finalement, même Joe Dante, plus tard, dirait que finalement, c'était un bon choix, parce que Vernon Wells, on le voit, il est mastoc, justement, je disais un peu la Terminator. Ah oui, il s'en est beaucoup inspiré, ouais. Il s'est inspiré de Terminator pour pouvoir jouer son rôle, qui est muet, dans mes souvenirs, il dit pas un seul mot dans le film. Il a pas besoin. Il a pas besoin. En fait, c'est le seul couac qui a été un peu évité, voilà, le tournage s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème. Il a failli avoir un couac et finalement, voilà, par ce sacrifice soufflé par Spielberg qui connaît bien les rouages. Quelque part, c'est un choix politique qui a été fait et qui s'avérait finalement payant, même si pour le pauvre Luca Bercovici, ça s'est fini par un licenciement. Joe Dante, quand il en parle, il le dit pas avec fierté. Il reconnaît que c'est un mal pour un bien, mais bon, il reconnaît aussi que c'est un peu délicat comme décision, quoi. Ouais, c'est pas évident quand même un mec que t'as choisi. Il a rien fait de mal, c'est pas de sa faute, mais en fait il paye un choix politique et que c'est tombé sur lui, quoi. C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? J'appelle contrôle, vous me recevez? J'ai perdu connaissance un moment, je suis dans Bugs Bunny ou quoi? Alors le scénario de l'aventure intérieure a un besoin évident et colossal en termes d'effets spéciaux, et donc la production se tourne vers un des spécialistes du domaine, Dennis Muren. Alors Dennis Muren, c'est quelqu'un qui travaille depuis quasiment le début chez ILM, Industrial Light and Magic, donc il y est entré en 1976. Alors un petit rappel, ILM, c'est la boîte fondée par George Lucas qui pour faire Star Wars. Exactement, pour faire Star Wars. Donc Dennis Muren rentre dans cette boîte et il bossera dessus. Et il va devenir un véritable pionnier des effets spéciaux, en tout cas d'une nouvelle façon de faire des effets spéciaux. C'est lui qui va commencer à amener aussi une technologie qui va mêler l'arrivée des images de synthèse avec l'utilisation des effets spéciaux à l'ancienne, les maquettes, les miniatures, voilà. Il va faire une synthèse de tout ça et créer une nouvelle façon de faire des effets spéciaux. L'apogée, on va dire, de sa carrière, le film dont il est le plus fier, lui-même il le dit, ça va être Terminator 2, qui sera tourné après l'aventure intérieure. Il bossera aussi avec Spielberg sur Jurassic Park. C'est quand même le premier créateur d'effets spéciaux qui aura son étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est vrai. Il va obtenir 9 Oscars au cours de sa carrière, ce qui est quand même assez énorme. Et aujourd'hui, il continue à travailler chez ILM. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour le film, justement ? Il y a un des trucs principaux de ce film, c'est quand même tout ce qui est intérieur de corps humain. D'ailleurs, à la fin du générique, c'est marqué « Intérieur de Monsieur Short » sur le générique. Il a fallu quand même qu'ils innovent un peu, qu'ils aillent un petit peu plus loin que ce qui avait été fait dans Le Voyage Fantastique, qui consistait juste à des tentures peintes, des maquettes, des personnages qui étaient filmés au ralenti parce qu'ils n'étaient pas dans l'eau. Donc là, il a fallu aller un petit peu plus loin et ils ont voulu faire quelque chose d'un petit peu plus proche donc de la réalité. Mais bon, alors les endoscopies avaient déjà quand même fait quelques progrès, donc on avait quand même quelques notions de l'intérieur du corps humain. Ils ont beaucoup travaillé avec des médecins, ils voulaient quelque chose qui était
pas sombre, même si bon à l'intérieur du corps humain c'est vraiment très sombre, mais bon là ils voulaient quelque chose, voilà. Oui, donc ils décident de prendre des libertés par rapport à la réalité pour qu'on y voit quand même quelque chose et que l'intérieur du corps soit un minimum designé. Ils voulaient pas que ce soit crade non plus, apparemment, ça a été un des challenges. Ils voulaient pas que les gens aient l'air dégoûtés quand ils regardent l'intérieur, ça aussi ça a été un gros travail apparemment. Pour tout ce qui est intérieur, ils ont construit en fait plusieurs mètres de réseau avec du plexiglas pour pouvoir en fait éclairer de l'extérieur pour pouvoir filmer à l'intérieur des tuyaux en gardant quand même une lumière extérieure mais assez douce sans avoir l'air d'éclairer artificiellement. Ils vont faire sur plusieurs mètres des réseaux en fibre de verre et avec des parois en latex, donc retenues par ces panneaux en plexiglas qui permettaient d'éclairer l'intérieur et de donner cet effet de lumière assez naturel. C'est assez réussi d'ailleurs, hein. Franchement c'est chouette. Hein. Moi je vois souvent des intérieurs d'intestins et ben je peux vous dire que c'est vraiment réussi je trouve. Pour l'époque ils avaient fait un sacré boulot. Ouais, c'est crédible, organique et assez esthétique, ouais. Donc on se balade à l'intérieur de ce corps et on circule dans des veines, des artères. Le sang qui était des sortes de petites capsules qu'ils avaient lestées pour qu'elles flottent pas et qu'elles coulent pas. C'était relié par des fils, ils envoyaient du courant. Ils filmaient beaucoup dans des bassins transparents pour pouvoir filmer dans l'eau avec des caméras étanches. Des maquettes sous l'eau, beaucoup de maquettes sous l'eau. Apparemment, ils ont beaucoup utilisé de moulage de fruits et légumes pour avoir une sorte d'effet organique, notamment toutes les alvéoles ou ce genre de choses. Ils étaient beaucoup chez le primeur apparemment pendant la conception du tournage. C'est frais. Ouais, c'était très frais, c'était bio, c'était un tournage bio. C'est pas un lapin. On m'a injecté dans un bonhomme que je ne connais même pas, bordel de merde. On m'a collé dans un inconnu, entouré par des inconnus dans un lieu inconnu. Alors au début de son aventure, Tug Pendleton pense qu'il est dans le corps d'un lapin et il se déplace à l'intérieur de l'organisme, il a perdu contact avec l'extérieur et donc pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, il va aller se raccorder directement sur le nerf optique de Martin Short. Voilà, c'est même pas le nerf optique, carrément là il lui balance un truc dans l'œil. Il lui plante un truc dans l'œil. Et donc ensuite, une fois qu'il a compris qu'il est dans un être humain, il se raccorde à l'oreille, quoi. Et donc on a justement un décor qui est très détaillé. Comme ils estimaient que c'était un des endroits les plus éclairés du corps où on était, du coup ils se sont vraiment amusés à faire vraiment un truc de grande taille avec beaucoup de détails. Parce qu'ils savaient que ça allait être beaucoup plus éclairé d'ailleurs. Encore une scène assez marrante dans le film d'ailleurs. Ouais, fameuse séquence où Jack Putter croit qu'il entend des voix et donc qu'il est possédé, c'est fabuleux, ouais. Et alors, pour se balader à l'intérieur du corps de Jack Putter, il nous faut le vaisseau de Tug Pendleton. Il y a eu 3 versions. Il y a une version grandeur nature, on a une version qui doit faire 20 cm et une version entre 30 et 40 cm. Oui, on utilise une de ces versions en fonction des besoins de la séquence, si c'est un plan large ou un plan très rapproché. Ah, pour l'anecdote, le vaisseau donc de Tug Pendleton, c'est un petit clin d'œil, hein, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au vaisseau de Explorer de John Dante, donc du film juste avant. C'est un truc récurrent chez Dante qui met toujours des références à ses anciens films dans les films qui tournent. Et il y a une deuxième référence à un ancien film, c'est dans l'appartement de Tug Pendleton, il y a une affiche de la 4e dimension, le film dont il a tourné un segment. Ouais, c'est vrai, exact. Et puis après, il y a l'autre vaisseau du méchant qui était un peu... alors là aussi, il y avait un vaisseau en taille réelle. Et une autre que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs, pour l'anecdote, dans une expo dans les années 90, je pense. Donc la maquette originale de ILM qui faisait une vingtaine, qui devait faire une vingtaine de centimètres, je crois, à peu près. Très belle maquette à l'époque. Denis Muren, il pense qu'il ne faut pas non plus jeter les vieilles techniques, hein. Il veut utiliser les techniques de pointe, mais aussi utiliser des techniques à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Surtout pour une scène, en fait, dans le film, une scène de poursuite de voiture où on a des personnages à taille normale et des personnages qui ont été réduits de moitié, qui sont à l'arrière du véhicule. Et ces 4 personnages vont se battre, plus ou moins, à l'intérieur de la voiture qui est en route. Fais
Fais gaffe, Jack! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez cette voiture, arrêtez! Allez-vous-en avec vos sales petites pattes de mouche! Il aime beaucoup innover et tout, mais justement, connaissant un peu Joe Dante aime beaucoup improviser avec les acteurs, laisser jouer les scènes, etc. Du coup, en fait, Denis Muren va proposer donc à Joe Dante d'utiliser ces vieilles techniques. Il va lui proposer en fait une technique qui existe depuis le début du siècle, qui a été plus ou moins inventée par un chef opérateur et réalisateur allemand du début du siècle qui s'appelait Ernst Kunstmann. C'est quelqu'un qui avait plus ou moins mis ça au point pour un film de Fritz Lang qui s'appelait Metropolis. On appelle d'ailleurs l'effet Kunstmann. Et donc là, Denis Muren, il va utiliser ces techniques-là, et puis un peu des techniques un peu modernes entre les deux, et donc innover quand même, avec notamment une voiture géante pour donner l'effet d'avoir des personnages tout petits, des mannequins à l'avant. Voilà, plusieurs styles d'effets qui vont être utilisés pendant cette scène, qui va mettre une bonne semaine à être tournée. Ça nécessite une grande préparation. Il faut vraiment que tout soit cadré, parce que si on déplace la caméra, en général, après tout de suite, on voit le truc. Mais ça peut impliquer des réductions de coûts, parce que, justement, il y a beaucoup moins de travail en post-prod. C'était la pression pour Denis Muren et son équipe, parce que l'installation, elle est hyper précise, ça coûte quand même des sous, et il faut être ultra prêt, sinon ça marche pas bien, et tu rentres dans la galère. Donc, comme c'était pas un choix attendu de sa part, il a eu une petite pression, même si la semaine s'est très bien passée, mais voilà, de la prod, il a eu une petite pression. Ils étaient un peu sur les dents pendant les prises et un peu avant aussi, mais bon après Denis Muren, il connaît son boulot quand même, ce gars. Je pense un peu. Un peu. Bon, voilà, le résultat est quand même assez sympa, et à part peut-être un moment où on voit les mains qui sont un peu... Ouais, c'est dommage, ouais. Le plan des mains, il est assez furtif, mais c'est vrai que ça se voit, et c'est... Ouais, elles font... Ça fait assez mains boudinées, ça voilà, fait... c'est des petites mains boudinées, voilà, c'est exactement ça, et c'est assez... Alors que tout le reste est fabuleux, hein. Voilà, tout le reste est nickel, ça passe tout seul, mais c'est très furtif, c'est dommage, mais voilà, ça se voit, et on remarque que ça, quoi. C'est dommage, parce que franchement, tout le reste, les mannequins et tout, moi, à chaque fois, je me laisse avoir, je me laisse embarquer, et je vois pas. Au milieu du film, on a aussi un long passage où Jack Putter doit se transformer en un autre personnage appelé le Cowboy, qui est délicieusement interprété par Robert Picardo. Et le Cowboy doit aller rencontrer le méchant Victor Scrimshaw, qui a justement volé la puce qui permettrait à Tuck Pendleton de retrouver sa taille d'origine. L'idée, c'est que déguisé en Cowboy, Jack Putter va tenter de récupérer cette puce. Alors Tuck Pendleton va donc depuis l'intérieur du corps de Putter faire une manipulation des muscles du visage de Jack Putter. C'est ça, ouais. Ouais, il y a une petite licence artistique à ce moment-là. Et donc le visage de Jack Putter s'étire, se modifie pour prendre les traits du Cowboy. Système émulatoire activé. Morpho-analyse, première phase. Picasso peut aller se rhabiller. Topographie contour ectodermique. Bien, va au miroir. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer une stimulation électronique de tes muscles et de tes nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te modifier le visage. Et tu vas modifier mon visage? Ouais. Tu vas changer mon visage? Comment tu fais ça? C'est compliqué. J'y comprends rien moi-même. Je te demande d'avoir confiance. Ça va faire mal? Oui. Et si on essayait autre chose? Qu'est-ce que vous faites là-dedans, Jack? Ça se passe dans une chambre d'hôtel, le Cowboy est ligoté à poil dans une baignoire parce que Jack Putter lui a pris ses vêtements. Et Jack Putter a maintenant le même visage que celui du Cowboy, mais Jack garde tout de même sa chevelure et son corps qui reste moins imposant. C'est vachement marrant. Et là, Jack sort de la salle de bain, se présente à Meg Ryan qui, comme elle ne le reconnaît pas, va vérifier que le vrai Cowboy est bel et bien dans la baignoire. C'est une vraie performance d'acteur, car Robert Picardo doit interpréter évidemment le vrai Cowboy à poil et ligoté dans la baignoire, mais aussi le Jack Putter déguisé et habillé en Cowboy. Et pour s'amuser, Joe Dante décide de tourner tout ce passage en plan séquence, c'est-à-dire en un seul et unique plan. Il a fallu en fait que Robert Picardo se déshabille à toute vitesse. On reste filmer Meg Ryan, et pendant ce temps-là, Roberto Picardo se déshabille et se jette dans la baignoire pour donner l'effet qu'il n'a pas bougé. En fait, il passe derrière la caméra, en fait, à ce moment-là. Ouais. Quand la caméra bouge pour aller sur Meg Ryan, lui, il passe derrière la caméra, il arrache. C'est même pas qu'il se déshabille, c'est qu'il arrache ses vêtements. Il saute, donc on voit pas, en fait, mais c'est vraiment
vraiment un tour de passe-passe qui est fait pendant le tournage, au moment où il tourne la scène, juste par le mouvement de caméra qui l'aide en fait à passer derrière et à sauter, il saute dans la baignoire. Et Robert Picardo est absolument excellent à faire à jouer le rôle de... On a l'impression qu'on a Jack Putter en face, c'est Martin Short, ils lui ont foutu une veste un peu trop grande et il a une perruque et il fait des mimiques, on dirait Martin Short, quoi. Moi, il me fait halluciner cet acteur-là dans cette scène. Et ensuite, il y a un autre passage mémorable où les muscles du visage de Jack Putter, modifiés en cow-boy, se relâchent. Tu dois essayer de te calmer, Jack. Cowboy, arrête! C'était pour rire! Ne fais pas ça! Le visage de Jack Putter reprend sa forme naturelle, et cette fois, on doit voir la détransformation dans un effet saisissant qui est confié au maquilleur Rob Bottin. Monsieur Bottin, Monsieur Bottin, c'est un monsieur qui notamment a travaillé avec les plus grands. C'est à lui qu'on doit notamment une grosse partie du film The Thing, parce qu'il a beaucoup travaillé avec John Carpenter. Il va travailler avec Joe Dante, notamment pour une scène extraordinaire, la scène de transformation en loup-garou. Dans Hurlement. Et sur l'aventure intérieure, qu'est-ce qu'il fait sur cette séquence de détransformation, justement ? Alors là, on a un mélange de maquillage, de personnages comme il sait très bien faire. Donc on a un faux Jack Putter ou un faux cowboy avec des systèmes de soufflerie, tout ça filmé en accéléré pour donner un mouvement très cartoon. D'ailleurs, on entend les sons de Looney Tunes. De Taz. Taz, il est surtout utilisé pendant la scène du vaisseau qui tourne. Ah oui, c'est vrai. Là, il s'en donne à cœur joie. On a vraiment... elle est presque gore, cette scène, d'ailleurs. C'est pas beau. Hein. Là, par contre, pour le coup, c'est un peu dégueu, quand même. Hein. Pour un film familial, il a poussé fort, d'ailleurs. Ouais, comme souvent chez Joe Dante, il mêle souvent humour et séquences un peu flippantes. Je pense à Gremlins, Small Soldiers, tout ça, là, ouais. Voilà, je crois qu'on a... Oui, on a à peu près fait le tour de la technique. Des beaux effets spéciaux, en tout cas, assez réussis, que je trouve qu'ils tiennent toujours bien la route et qui, à part ces petites mains, là, dont on parlait tout à l'heure, franchement... c'est franchement le seul truc qui en tout cas, qui dénote un peu par rapport au reste, qui 35 ans plus tard tient quand même bien la route encore. Hein. Et d'ailleurs, tous ces effets ont été récompensés d'un Oscar bien mérité en 88, un Oscar remis par Sean Connery. Attention, docteur, on se calme. Excellent conseil. On arrive au montage et donc là, ça se passe quand même super bien. Comme le tournage s'est très très bien passé, à l'exception peut-être de Martin Short qui multiplie les prises différentes. La prise 1 et la prise 10 sont totalement différentes, donc ça complexifie les étapes du montage. Mais à part ça, il n'y a rien à noter et notamment, le montage se passe super bien, c'est ça ? Oui, en fait, donc le tournage s'est bien passé. Le montage, du coup, va bien se passer, toutes les scènes vont être utilisées, et le film va même être plus long que ce que Joe Dante pensait pouvoir faire, puisque en général pour ce genre de film, on est plus dans du 80 minutes, et là on est à combien il fait, Max, le film ? Il fait 2 heures. Voilà, c'est le paradis sur Terre quand un réa arrive à faire un film plus long et avec autant de choses que ce qu'il veut dedans et tout ce qu'il veut, et c'est formidable quand même. C'est une exception en fait de voir un film dont le résultat final correspond à ce qui a été tourné, à ce qui a été monté, où il n'y a eu aucun déchet, il n'y a rien qui a été jeté. Ou ce qui a été écrit même. Ce qui a été écrit, tout est à l'écran, c'est quand même c'est exceptionnel. Et alors, pour la musique du film, on fait appel à Jerry Goldsmith, qui a déjà travaillé avec Joe Dante. Exactement, ils ont pas mal travaillé ensemble. Alors, Jerry Goldsmith, c'était l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Je dis c'était parce qu'il nous a quittés en 2004 à l'âge de 75 ans. Et donc, jusqu'à cette époque-là, voilà, c'était l'un des compositeurs phares de musique de film. Alors, Jerry Goldsmith, il est né à Los Angeles. C'est quelqu'un qui a appris le piano très très tôt, à l'âge de 6 ans, et il a étudié rapidement l'art de la composition à partir de l'âge de 14 ans avec des professeurs. À partir des années 50, il commence à travailler à la télévision, et il travaille au département musical de la chaîne CBS pour des émissions radiophoniques et aussi pour beaucoup de séries TV. Et il va travailler en 1960 sur la 4e dimension. Et c'est là que la musique est très remarquée, forcément très remarquée, et elle donc va attirer l'attention des grands studios hollywoodiens qui vont lui confier dès 1962 la composition d'un film qui s'appelle Seuls sont les indomptés.
Et ensuite, de Freud Passion secrète, c'est là où il va décrocher sa première nomination à l'Oscar de la meilleure musique. La patte de Jerry Goldsmith, c'est d'expérimenter. Il a des inspirations multiples, il y aura des différents styles, il s'inspire de plein de cultures. Donc il a composé une tonne de musique de film. Les plus connues, ça va être celle de Patton, celle de La Malédiction de Richard Donner, celle d'Alien de Ridley Scott, du premier volet de l'adaptation de Star Trek au cinéma, celle de Portalgeist, celle de Rambo, celle de Total Recall, celle de Basic Instinct, celle du 13e guerrier. Voilà, ça fait beaucoup déjà de compositions extrêmement connues, de films extrêmement cultes. En tout, il va composer à peu près, sans parler des séries, il va composer à peu près 130 musiques de films pendant toute sa carrière. Alors pour celle de l'aventure intérieure, moi personnellement je suis assez mitigé. Je la trouve assez discrète. Ouais, c'est vrai qu'elle est très discrète quand même. Elle est utilisée de manière correcte, hein, c'est pas la faute de la post-prod, en tout cas elle est pas mal utilisée. Elle, par rapport à d'autres BO que j'ai cités précédemment, elle a pas cette puissance, elle a pas cette présence. Pour moi elle est assez décevante, elle est un peu passe-partout, elle illustre et c'est tout, et c'est dommage. Goldsmith il a fait d'autres films, non, avec Joe Dante? Mais ils en ont fait 9 ensemble. Ouais, c'est ça, et parmi les plus notables, Gremlins 1 et 2, Panics of Florida Beach, Small Soldiers, tout ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal quand même, hein. Sacrée collaboration. Alors sinon, il y a aussi des chansons en fait qui sont dans le film et qu'on retrouve sur le disque de la BO. Donc on entend à plusieurs reprises d'ailleurs dans le film, parce que c'est un leitmotiv, c'est la love song entre Dennis Quaid et Meg Ryan dans le film. C'est Cupid de Sam Cooke, hein. Alors c'est un titre de 61 et Sam Cooke c'est un des papas de la soul, voilà. Et alors justement, ce qu'on entend à la fin, c'est une chanson de Rod Stewart qui reprend justement un titre bien connu de Sam Cooke, Twisting the Night Away. Qu'on entend un autre moment dans le film. Exactement. Et qu'il avait déjà repris sur son 4e album en 72, mais là il a réenregistré une nouvelle version pour le film. Donc tout tourne un petit peu autour de Sam Cooke. Dans les autres titres notables, on peut entendre un titre qui s'appelle Hypnotize Me de Wang Chung, qui avait fait la BO de To Live and Die in LA de William Friedkin. Police fédérale Los Angeles en VF. Super film. Un chef-d'œuvre. Ouais, grave. Et aussi un autre titre du groupe Berlin qui avait cartonné avec l'année précédente avec Take My Breath Away. Chaque fois que je vais au cinéma, je m'endors. Moi. Bah oui, ça change des magazines. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Le tournage s'est bien passé, la post-production aussi, et une fois le film quasi terminé, des projections tests sont organisées par le studio de la Warner. Les scores obtenus par le public dans la salle sont particulièrement bons et prometteurs. En plus, l'aventure intérieure, c'est une comédie familiale, enjouée, fantastique, blindée d'aventures qui peut toucher tous les publics. Dennis Quaid et Martin Short sont des stars montantes aux USA, mais surtout l'association Steven Spielberg et Joe Dante a fait un carton 3 ans plus tôt avec Gremlins. Bref, le studio sort un blockbuster estival en toute confiance. Alors le film sort le 1er juillet 1987 sur les écrans nord-américains. C'est là où les plus gros films sortent. Et donc on s'attendait à ce que ça soit un carton, et puis finalement le film ne cartonnera pas. Eh bien non. Il va au final rapporter 26 millions de dollars pour un budget de 27, c'est-à-dire il va vraiment rentrer pile poil à l'équilibre sur le sol américain. Il va rapporter dans le monde 42 millions, ce qui est une véritable déception pour Joe Dante, pour Spielberg et pour la Warner qui s'attendait vraiment à ce que le film cartonne, sachant qu'en plus les critiques étaient très bonnes. Voilà, tout était au vert pour que le film cartonne et le public n'a pas été réceptif bizarrement à ce film. Et a posteriori, Joe Dante a une explication. Il estimait que l'affiche était un repoussoir, finalement, que la campagne de promotion qui avait été choisie par Warner a joué sur cet échec, parce qu'on voit en fait sur l'affiche américaine, on voit 2 gros doigts tenir la capsule en tout petit, et Dante estimait que les gens ne comprenaient pas cette affiche, ne savaient pas ce que ça représentait, quelque part ça donnait pas d'indication sur ce qu'était le film. Et donc cette affiche pour lui a été le premier repoussoir pour le public. Et pourtant c'est une belle affiche, hein, réalisée par John Alvin, qui est un grand créateur d'affiches. C'est l'homme derrière l'affiche de E.T. Ah ouais, il aime bien les doigts, ouais, effectivement. Ouais. Juste 2 doigts.
Ouais, il a aussi peint celle de Gremlins, de La couleur pourpre, de Willow, et après l'aventure intérieure, il a fait celle qui est sublime de Darkman, plein de films d'animation Disney, La petite sirène, Aladdin, Le roi lion. Mais c'est vrai que cette affiche-là, elle est mystérieuse et pas forcément explicite, il n'y a aucun visage. Mais c'est une affiche assez peu connue, parce que moi, je me rappelais plus de cette affiche. Hein. Moi, je me rappelais quasiment que de l'affiche française, là où on voyait... Ouais, l'affiche française, en fait, apparemment, ils ont essayé de rectifier le tir, parce que comme ils sont aperçus que l'affiche, elle parlait à personne, ils ont rajouté les visages des comédiens, ils ont fait autre chose. Et l'affiche française, elle est pas terrible en fait. Visuellement, elle est pas très belle. Le titre aussi a peut-être joué un peu apparemment. Alors en français, on a traduit par l'aventure intérieure. Bon, ça c'est plus parlant déjà. Mais en Angleterre et aux États-Unis, le Inner Space a été perçu comme une sorte de film sur la femme. Donc un titre en 3 mots, Inner Space. Ah ouais. On aurait pris ça pour un film un petit peu trop, un film d'auteur intimiste ou quelque chose comme ça apparemment. Mais malgré tout, ça fait un peu comme The Thing quoi. Il y a une espèce de... C'est le mauvais timing pour cette sortie-là, plein de raisons imputables comme ça. Il n'y avait pas une attraction à Disney aussi qui s'appelait Inner Space ? Ouais, apparemment. Ça crée une confusion. Une petite confusion, ouais, peut-être. Peut-être que si le film était sorti comme en France, le film a plutôt marché. Il a fait 1 700 000 entrées. C'est pas mal. Ce qui est quand même un bon chiffre. S'il était sorti à la même période qu'en France, c'est-à-dire à Noël, enfin en tout cas en décembre, peut-être que le film aurait connu un meilleur succès aux États-Unis, mais ça on le saura jamais. Par contre, heureusement, ensuite, le film a quand même connu un succès, mais plus tard, lors de la sortie vidéo, où là, ça a été un vrai hit de vidéoclub aux États-Unis, en France et à travers le monde, et c'est là que le film, réellement, a connu un grand succès, a été connu, reconnu, apprécié. C'est un peu un film qui a connu, comme tu citais The Thing de Carpenter, c'est la même chose, c'est des films qui vivent mieux leur seconde vie, leur vie en home cinéma, ils la vivent beaucoup mieux que dans les salles. Mettez une bête. On en fait une autre. Ok. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. On n'a pas de peau, on est tombé sur un as du Scrabble. Monsieur fait le malin, Jack, remets-lui une tournée. Non, arrêtez. Le film est un échec, enfin en tout cas pas du tout à la hauteur des attentes. Quelles sont les conséquences pour Joe Dante en fait ? Ouais, pour Joe Dante, ça va être compliqué parce que le succès de Gremlins, c'est malgré l'échec d'Explorer, ça lui donnait une grosse cote, mais le semi-échec de l'aventure intérieure va faire baisser sa cote. Et il va un peu galérer, entre guillemets, par la suite. 2 ans plus tard, il va tourner Les Banlieusards avec Tom Hanks, qui est un excellent film, mais qui n'a pas connu non plus aux États-Unis le succès. C'est assez incompréhensible parce que le film est vraiment réussi. Alors c'est quand même une critique assez acerbe. C'est une satire. Une satire des États-Unis aussi, avec un sous-texte autour du racisme. Il n'a même pas connu une sortie salle en France, il est sorti directement en vidéo chez Paramount. Putain, ouais. L'année suivante, en 90, heureusement, Spielberg va le rappeler pour tourner la suite de Gremlins, qui sera un succès, mais pas un carton non plus. Voilà, c'est encore une fois un film qui va cartonner en vidéo, mais qui en salle n'a pas été le carton espéré. Donc voilà, c'est encore une déception pour Dante, bizarrement. Et là, donc, il va avoir encore du mal un peu à s'en relever. Donc, il va se passer 3 ans avant qu'il tourne un autre film. L'excellent Panique sur Florida Beach, le Matinee en anglais, qui est un très bon film, mais qui, pareil, ne connaîtra pas de succès, qui sera un succès assez confidentiel. Il faudra attendre 98 pour le voir faire Small Soldier. Et Small Soldier, ça sera un film à gros budget et un nouvel échec pour Joe Dante. Que des échecs, le pauvre. Le film un peu particulier, un peu compliqué. C'est pas tellement un film pour les enfants, c'est pas un film pour adultes. Voilà, c'est un film entre les deux. Et le public a été complètement décontenancé par ce film, qui est plutôt bien pourtant. Ah ouais, quel dommage. Joe Dante, un grand fan de Looney Tunes, va avoir la chance de pouvoir tourner un film sur les Looney Tunes, qui va mêler animation et prise de vue réelle, qui est les Looney Tunes à l'action avec Brendan Fraser, et encore une fois ça ne marchera pas, et voilà, ça sera le dernier film pour un grand studio que Joe Dante va tourner, puisque ensuite il ne va tourner que 2 autres films, des films à petit budget, des films un peu d'horreur, un peu fantastique, The Hole et Burying the Ex en 2014, voilà, qui sont 2 petits films qui sortiront dans un circuit très confidentiel et qui passeront plus ou moins inaperçus. Et pour la suite de la carrière de Jeffrey Boam, le co-scénariste, ça donne quoi ? Eh bien, pour Jeffrey Boam, la suite va se faire avec une nouvelle collaboration avec Steven Spielberg, non pas sur une de ses productions, mais sur un de ses films, le désormais mythique Indiana Jones et la dernière croisade, 3e volet de la fameuse saga. Alors au départ, c'était un scénario écrit par George Lucas.
Mais Spielberg trouvait que le scénario manquait d'humour, il n'était pas très content du scénar de Lucas, et donc il fait appel à Jeffrey Boam, dont il avait aimé le travail sur l'aventure intérieure, et donc il va lui demander de le retravailler, et au final il va livrer un scénar qui va beaucoup lui plaire, et qui est le scénar qui va être mis en image par Spielberg et que vous connaissez tous. La même année, Boam va être appelé aussi pour remplacer un autre scénariste sur un autre projet. C'est celui de L'Arme Fatale 2 qui avait été initié par Shane Black. D'ailleurs, on vous en a déjà parlé dans notre grand format sur le Dernier Samaritain. Et puis dans les années 90, Boam va plutôt se diriger vers la télévision, notamment sur des séries comme Les Contes de la Crypte ou Briscoe County avec Bruce Campbell, le héros de Evil Dead. Il écrira un dernier script pour le cinéma en 96. Ça sera celui du Fantôme du Bengale, un film qui va pas marcher, qui sera un échec public et critique. Et après, il va un peu disparaître des radars, il va tomber malade, et il va malheureusement décéder quelques années plus tard. C'est à toi de jouer maintenant. Tout va dépendre de toi. Mais tu n'es plus le même homme que tu étais ce matin, n'est-ce pas? Tu es meilleur, tu es plus fort, tu es un de ces hommes qui maîtrisent leur destin, Jack. Auto-suggestionne-toi. Imagine-toi ouvrant cette porte. Est-ce que tu te vois bondissant dehors? Tu préfères moisir toute ta vie devant une caisse enregistreuse, hein? Imagine que tu es un héros. Autosuggestionne-toi. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Hare Krishna. Tu peux y arriver, Jack. Est-ce que tu te vois, Jack? Est-ce que tu te vois? Oui, je me vois. Alors suite à l'aventure intérieure, Dennis Quaid lui continue d'enchaîner les premiers rôles. Il embraye sur le remake d'un film noir de la fin des années 40 qui s'appelle Mort à l'arrivée, d'Annabelle Jankel et de Rocky Morton. Il retrouve Meg Ryan d'ailleurs dans ce film. Et on le retrouve également dans le très bon Great Balls of Fire, le biopic de Jerry Lee Lewis, le célèbre chanteur de rock'n'roll. Ouais, un très bon biopic, ouais. Je le conseille à tout le monde. Malheureusement, beaucoup de ses films sont des bides. Et au milieu des années 90, il donne la réplique à un dragon numérique créé par ILM dans Cœur de Dragon de Rob Cohen, qui connaît d'ailleurs un certain succès. Et dans les années 2000, on le retrouve dans Fréquence interdite de Grégory Oblit, un film qui mêle thriller et science-fiction, où un inspecteur de police dialogue via une CB avec son père qui est mort 30 ans plus tôt, et qui est joué donc par Dennis Quaid. C'est un très très bon film que je conseille. Et enfin, il joue un autre père aussi, celui de Jake Gyllenhaal dans le film catastrophe de Roland Emmerich qui s'appelle Le jour d'après. Aujourd'hui, il est toujours actif, il joue dans 3 ou 4 films par an. Vous croyez que je serais ici dans un cabinet médical si je me sentais bien? Nous devons discuter, mon vieux. Non, je veux pas. Vous voulez pas quoi? Discuter. Il le faut. Il le faut. Il faut quoi? Discuter. D'accord, si vous insistez. Je suis ici, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Oh mon Dieu. Ah, moi au secours. Je suis possédé. La suite de la carrière de Martin Short se fait naturellement sous le signe de la comédie. Alors, truc assez hallucinant, on va le remarquer dans 3 remakes de films français, dont 2 de comédies absolument cultes de Francis Weber. Les 3 Fugitifs, remake bien sûr des Fugitifs, et Danger Public, remake de La Chèvre. On le verra aussi dans Un Indien à New York, le remake de Un Indien dans la ville. C'est que des remakes de films français en fait. Et un autre remake, Le Père de la mariée, aux côtés de Steve Martin. Bon, heureusement, il a pas fait que ça, hein. Les fans de Tim Burton se souviendront de Martin Short dans Mars Attacks. Eh oui, surtout dans Mars Attacks. Mais à la fin des années 90, il va quand même se faire plus rare à l'écran. C'est surtout sa voix qu'on va entendre dans de nombreux films d'animation. Son dernier rôle notable à l'écran remonte à 2014, dans celui du Dr Black Knight dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. On le verra également à la télévision dans pas mal de séries, jusqu'à très récemment où il joue dans The Morning Show, une série Apple, aux côtés de Jennifer Aniston. Et puis il reviendra au théâtre au cours des années 2000, il fera du one-man show et un spectacle absolument désopilant avec Steve Martin, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, et que je vous conseille. Voilà, c'est à peu près tout sur lui, et pour Meg Ryan, comment ça se passe la suite? Pour Meg Ryan, c'est le carton plein, hein, puisque d'une part, Dennis Quaid et elle tombent amoureux sur le tournage de L'Aventure intérieure, et ensuite ils se marient d'ailleurs en 91. Non, c'est mignon. Ils vont faire 2 autres films ensemble, Mort à l'arrivée, donc j'en ai déjà parlé, et un autre film noir qui s'appelle Flesh and Bone. Et d'autre part, en 89, elle joue dans un des chefs-d'œuvre de la comédie romantique, Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner, avec Billy Crystal. Et d'ailleurs, ce succès va lui permettre d'enchaîner pas mal de comédies romantiques, dont plusieurs avec Tom Hanks dans les années 90. Je pense à Nuit blanche à Seattle, qui est très très bien. En parallèle, on la retrouve dans des films dramatiques, dans des films très différents comme Les Doors, le biopic d'Oliver Stone. Par contre, sa carrière vacille quand elle a recours à la chirurgie esthétique qui déforme son si beau visage, et elle met fin à sa carrière devant la caméra à la fin des années 2000. Cowboy.
Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Eh ben, j'ai pris une autre look. À la Clint Eastwood, dans José Wells sur la loi. Ah, quel acteur! Trêve de mondanité, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors on le sait maintenant, l'aventure intérieure a connu un carton en vidéo et a connu aussi de multiples diffusions à la télévision. Et où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui ? Il y a une édition DVD qui est toujours facilement trouvable. Il y a une édition Blu-ray, alors je parle pour la France, qui est sortie en 2018, je crois me souvenir, qui est plutôt de bonne qualité. Ouais, très bonne copie, ouais. Le film est disponible en VOD. Mais visiblement, il est toujours pas disponible en streaming légal. Mais ça viendra certainement avec le temps. Ouais, c'est sûr, le film est quand même connu. On peut le voir de temps en temps sur les chaînes cinéma. Il est diffusé assez régulièrement sur les chaînes cinéma. Oui, on va rigoler, Pampoustatis. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Comment vous percevez le film aujourd'hui, vous ? Franchement, moi je l'ai revu, je me le suis fait sur mon grand écran, et franchement je me suis régalé, ça s'arrête jamais, c'est drôle, les effets spéciaux sont super, c'est drôle, voilà, je trouve le scénar excellent, toute cette histoire, ce triangle amoureux entre les trois personnages, les deux personnages extérieurs et Pendleton à l'intérieur qui donne sa force au personnage, il y a vraiment des super trucs. Il y a un mec aussi qui me fait rire, alors l'autre jour je me suis piqué un fou rire dessus, sur le blond là, le garde du corps qui arrête pas de tomber dans les pommes, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est que ce délire, mais en fait je sais pas, d'un coup j'ai percuté là et je me suis piqué un fou rire sur quand il découvre les personnages qu'on réduit et puis il part à la renverse, comme ça je suis pété de rire. Et toi Max ? Moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un film que je regarde souvent, mais c'est un film que quand je le vois toujours avec plaisir. Et la dernière fois, donc pour ce podcast, je l'ai revu toujours avec plaisir. Après, moi je l'ai trouvé un peu long, notamment dans sa première partie, j'ai trouvé qu'il mettait du temps à se mettre en route. Après, c'est un super spectacle familial, on s'ennuie pas dans la deuxième partie, c'est bon enfant, c'est bon enfant, mais en même temps c'est corrosif. Et voilà, le côté corrosif de Joe Dante, il est toujours là. Il y a toujours cette critique un peu de l'Amérique sur les nouvelles technologies, le business autour, la concurrence et les excès, tout ça. Voilà, il y a tout un sous-texte malgré tout, même s'il est assez discret. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu aussi sur le personnage de Martin Short, c'est cette voix intérieure, ce personnage qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de tout, qui va, en fait, grâce à l'injection de Doug Pendleton, va avoir quelqu'un à l'intérieur de lui qui va lui donner confiance, comme cette voix intérieure qui va le pousser à sortir de sa timidité, à prendre confiance, à réellement affronter le monde qui l'entoure et qui devient un autre homme, et ça va complètement transformer sa vie. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est toute l'évolution du personnage, même si elle est un peu croquée, un peu grossièrement, mais cette évolution du personnage, moi je l'ai trouvée intéressante, elle m'a beaucoup plu. Ouais, c'est une sorte de thérapie accélérée en fait, Et ce qui est intéressant, c'est que on a à la fois un personnage qui est hypocondriaque, peureux, qui a du mal à croire en lui, qui est injecté à l'intérieur d'un personnage qui, au contraire, lui, est plutôt très sûr de lui, très bigger than life, brillant, mais un peu prétentieux, jaloux, envieux. Et justement, ce personnage-là, lui, il est réduit, il devient plus petit, il va apprendre aussi à... L'humilité, voilà, tout à fait. Et donc, il y a un parcours inversé dans les deux personnages, et je trouve ça assez astucieux. Si on lit entre les lignes, je veux dire... il se le prend dans le cul, Pendleton, quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'il aurait pu l'injecter n'importe où. Non, il lui injecte dans le cul. Ouais. Donc, bon. Oui, je pense que c'est à dessein. C'est vraiment à dessein. Oui, je pense qu'il y a quand même un petit message, quand même, là. Ce que j'aime aussi dans le film, c'est que vraiment il est au premier degré, c'est-à-dire il y a de l'humour, il y a de l'ironie, mais on est vraiment au premier degré, il n'y a pas de cynisme. C'est ça que j'aime vraiment dans le cinéma de Joe Dante et dans celui-là en particulier. Et en fait, c'est aussi la première vraie romance de Joe Dante, parce qu'il n'y avait pas réellement de place comme ça à la romance dans ses autres films, et on a quand même une histoire, je paraphrase Thibaut, mais... Il y en aura une plus tard dans Gremlins 2, mais bon, c'est une autre forme de romance. Oh, le mec Il l'avait fait dans Gremlins 1, mais justement, il s'en moque beaucoup dans le 2, justement. Par rapport à ce que tu disais, Max, sur les bémols, sur le démarrage, en fait, moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que, en fait, je trouve que, justement,
tout le démarrage prend son temps effectivement, mais il prend son temps pour présenter tous les personnages correctement. Ce qui fait qu'après, il n'a plus besoin de présenter tout ça. Et c'est pour ça qu'après, toute l'action, elle est menée tambour battant, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir des explications, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à nous faire comprendre. Et c'est un peu le même syndrome que dans Christine, le film de Carpenter, où il y a quand même besoin d'expliquer tout un tas de trucs avant que ça démarre. Mais si t'enlèves ça, je reste persuadé que tu t'attaches moins au personnage. Dans le fond, je te rejoins. Je reproche au cinéma actuel de négliger la caractérisation, de négliger la présentation des personnages, qui fait qu'on a des gens qui sont totalement interchangeables, qui n'ont aucune personnalité, on ne sait pas d'où ils viennent et compagnie, mais bon voilà, j'ai trouvé cette intro longue, mais j'aurais rien coupé en fait, je ne couperai rien, je vois ce que tu veux dire, je ne couperai rien, parce que oui, c'est complètement utile, dans le fond, je te rejoins aussi sur l'utilité de cette longue introduction, notamment pour la présentation des personnages. Non, je dirais que c'est vraiment un très bon film familial, très bien fait, très bien réalisé, bien monté, c'est prenant, les personnages sont attachants, on passe un bon moment, on rigole, tout cet univers cartoonesque de Joe Dante qui est présent du début à la fin, qui fait rire, qui fait réagir tout le long. Voilà, moi je dis franchement, c'est que du bonheur. Hein. Eh bien, on a fait une équipe du feu de Dieu. Sois sage, Big Jack. Et voilà, on arrive au bout de l'émission sur l'aventure intérieure. Oh, déjà. Bah ouais. J'en aurais bien parlé encore un moment, moi, de ce film. Mais lâche-toi, vas-y. Non mais non, c'est bon, on va les laisser partir. Ils ont peut-être ras-le-bol de nous entendre là quand même. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site retouralécran.fr ainsi que sur les différentes plateformes YouTube, Buzzsprout, Google Podcast, Deezer, Spotify ainsi que iTunes Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles, ça nous aide à remonter dans les classements et être visibles. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, salut, ben à bientôt. Hein. Salut. Au revoir tout le monde. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.